toutes et à tous. Merci beaucoup de participer à ce webinaire et merci beaucoup pour votre intérêt pour cette question si importante qu'est la protection des animaux. Je suis ravie de partager ce moment avec vous. Le programme est dense. Je vais essayer de vous dresser un état des lieux général. Parfois, je vais être obligée d'aller un petit peu vite, donc je reste à votre disposition ensuite pour répondre à vos éventuelles questions et demandes de précision. J'ai le PowerPoint. Cela fonctionne, c'est bon? Vous voyez le PowerPoint, pas de difficulté? Donc, je vais commencer par évoquer la première partie, le droit et les animaux. Tout d'abord, quelques propos liminaires pour introduire le droit de la protection des animaux en France. Le droit de la protection animale est à la croisée de plusieurs matières juridiques parce qu'il est en réalité emprunt et au cœur d'un paradoxe juridique qui vise à la fois à protéger les animaux tout en ne renonçant pas à utiliser ces mêmes animaux. Et le droit tente donc de trouver un équilibre entre la protection des animaux contre les souffrances que l'on considère comme illégitimes, non nécessaires, et celles que le droit va considérer comme nécessaires et donc légitimes. Et ligne de partage entre ce qui va déterminer ce qui est légal et ne peut pas être sanctionné de ce qui est illégal et doit donner lieu à des sanctions, notamment pénales, tourne autour de la notion de souffrance évitable ou non évitable des animaux. Et c'est autour de cette notion que le droit et la protection des animaux est construit. Le droit de la protection des animaux en France est issu à la fois du droit européen, de l'Union européenne, mais également de normes qui sont propres à la France, qui sont internes à la France. La France est membre de l'Union européenne et l'Union européenne a créé un système juridique qui fait que les normes qui sont édictées au niveau de l'Union européenne s'appliquent dans les États membres et donc en France, soit directement, soit par l'intermédiaire de transpositions en fonction des normes en cause. Il est important également de préciser que le droit de l'Union européenne prime sur le droit français. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une norme française qui est contraire à une norme de l'Union européenne, c'est la norme de l'Union européenne qui doit s'appliquer. La primauté est d'autant plus importante en matière de droit de la protection des animaux que l'immense partie des règles de protection des animaux proviennent de l'Union européenne et que c'est grâce aux droits de l'Union européenne que les animaux sont mieux protégés en France. Et la France, et on le verra au cours des prochains développements, a une influence très forte des lobbies agricoles et de l'agro-industrie qui font beaucoup de démarches pour freiner l'avancée du droit de la protection des animaux en France. Et donc, l'Union européenne permet, dans une certaine mesure, d'aller au-dessus de ces lobbies et, dans certaines mesures, de pouvoir obtenir des avancées que nous ne pourrions pas obtenir en France. Je vais revenir à présent plus particulièrement sur les règles juridiques relatives à la protection des animaux, en commençant par les règles générales qui s'appliquent à la fois aux animaux de compagnie et aux animaux d'élevage. Il est tout d'abord important de relever que le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui est l'un des textes les plus importants dans la hiérarchie des normes, dans la valeur, la portée juridique, comporte un article 13 qui impose aux États membres, lorsqu'ils mettent en œuvre la politique de l'Union européenne, de prendre en compte les exigences relatives au bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles. Et cependant, si le principe est important et fort, ces modalités d'application sont plus difficiles parce qu'il s'agit d'un texte général et qu'il convient donc d'avoir des dispositions plus particulières, législatives ou réglementaires, d'application, et d'autre part,
parce que cet article n'a vocation à s'appliquer que dans le champ de l'Union européenne, qui ne couvre donc pas toutes les règles de protection animale. En particulier, l'Union européenne s'applique tout particulièrement pour l'élevage et la pêche, mais beaucoup moins pour les animaux de compagnie. Publication de cet article 13 et plusieurs réglementations spécifiques ont été adoptées par l'Union européenne sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Pour l'instant, je vais revenir sur les normes à présent internes, le Code civil français qui fixe que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, sous réserve des lois qui les protègent. Ils restent toutefois soumis au régime des biens. Cet article résume bien à lui seul le paradoxe que j'ai évoqué tout à l'heure. On dit que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, mais on les soumet au régime juridique des biens, ce qui évidemment pose des difficultés et une certaine contradiction. Le texte important en droit français est le Code de la rurale et de la pêche maritime, qui s'applique tout particulièrement, et j'y reviendrai, sur les animaux d'élevage et d'abattoir pour les protéger contre les mauvais traitements. Le code pénal, quant à lui, est un texte général qui s'applique aux animaux de compagnie, mais également aux animaux d'élevage, et qui sanctionne de délits, donc qui sont des infractions graves punies de prison, les sévices graves, les actes de cruauté de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende, et les dispositions moins graves, les mauvais traitements que l'on dit contraventionnels, c'est-à-dire que c'est des infractions inférieures qui sont seulement punies d'une amende de 750 €. Tout à l'heure, il s'agit de peines maximales qui, en réalité, ne sont jamais appliquées à la hauteur des peines prévues. Et enfin, un dernier mot pour vous indiquer que les animaux sauvages, eux, ne sont pas protégés contre les mauvais traitements ou les violences. Ils ne sont protégés que lorsqu'ils font partie d'espèces protégées. Et c'est l'espèce qui est protégée, pas l'animal. Ce qui fait que le Code de l'environnement punit la destruction d'une espèce, mais pas les violences commises contre l'animal en lui-même. Une disposition plus spécifique aux animaux de compagnie. Il y a d'abord en droit européen la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie qui a été adoptée en 1987, mais qui a fait l'objet d'un décret plus tardivement en 2004. Cette convention interdit notamment de causer des souffrances inutilement aux animaux, de les abandonner, oblige à leur donner des installations et des soins en fonction de leur espèce et de leurs besoins écologiques, et interdit de détenir un animal de compagnie si ces conditions ne sont pas réunies. Il y a également d'autres interdictions, comme l'interdiction des interventions chirurgicales pour modifier l'apparence d'un animal de compagnie ou à d'autres fins que non curatives. On peut citer par exemple la coupe de la queue, la coupe des oreilles, la section des cordes vocales, l'ablation des griffes ou des dents. Il y a toutefois des dérogations possibles à cette interdiction en cas d'avis vétérinaire. En français, nous avons des sanctions contre les mauvais traitements et les violences faites aux animaux que j'ai évoquées tout à l'heure par le code pénal. Et nous avons depuis récemment, la loi du 30 novembre 2021, plusieurs évolutions positives en faveur des animaux de compagnie. Par exemple, l'interdiction de cession des chiens et des chats dans les animaleries, l'obligation d'un certificat d'engagement et de connaissance pour l'acquisition d'un animal de compagnie. Ce certificat a pour objet de sensibiliser les personnes qui vont acquérir un animal aux besoins de cet animal
également aux coûts financiers que cela peut engendrer en termes de nourriture, en termes de frais vétérinaires, en termes de frais de garde. Et ce certificat doit donc comporter ces mentions obligatoires, également concernant l'identification, doit être signé par la personne qui veut acquérir un animal et il doit y avoir un délai de réflexion de 7 jours entre le moment où la personne veut acquérir un animal et signe ce certificat et le moment où la cession effective peut intervenir. Je vais essayer, sinon vous me dites. Le but de ce certificat d'engagement, de cette interdiction de vente dans les animaleries, c'est de lutter contre les achats impulsifs d'animaux de compagnie, l'animal chaton, chiot que l'on trouve mignon et que l'on va ensuite, dès qu'il grandit, abandonner parce que les personnes n'ont pas pris la mesure de la portée de leur engagement. Des lois apportent aussi des évolutions sur l'obligation d'identifier les animaux de compagnie, les chiens et les chats, et également un encadrement de la cession des animaux de compagnie avec un âge minimum de 8 semaines pour les chiens et les chats, l'interdiction de la vente en ligne des animaux de compagnie pour les particuliers. Cela reste possible pour les professionnels sous certaines conditions et l'interdiction des pratiques promotionnelles pour vendre les animaux de compagnie de type des soldes, entre guillemets, des réductions ou la mention satisfait ou remboursé. La loi du 30 novembre 2021 est également très importante car elle a amené l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques itinérants et l'interdiction de présenter des animaux dans les discothèques, l'interdiction de présenter des animaux sauvages dans les émissions, comme les jeux télévisés ou les émissions de variété, l'interdiction de détenir des cétacés dans les parcs aquatiques et l'interdiction de leur reproduction, ainsi que l'interdiction des manèges à poneys. L'utilisation des animaux dans les spectacles a donc été vraiment affectée par cette loi du 30 novembre 2021, mais elle est encore difficile à rendre applicable, ce qui fait qu'il y a encore beaucoup de difficultés concernant les animaux dans les spectacles et il n'y a pas, par exemple, d'interdiction des animaux dans la publicité ou dans le cinéma. En revanche, une loi du 9 juin 2023 a interdit aux influenceurs sur Internet d'utiliser des animaux qui sont protégés pour en faire la publicité ou promouvoir des biens et des services. Nous allons maintenant aborder les règles applicables aux animaux d'élevage, notamment dans le droit européen. Plusieurs textes européens concernent les animaux d'élevage, puisqu'il s'agit d'une compétence à part entière du droit de l'Union européenne, sur lequel donc l'Union européenne intervient très régulièrement. Il y a notamment la directive du 20 juillet 1998, qui est une directive générale d'application à tous les animaux d'élevage produits donc pour la consommation de viande ou de produits alimentaires ou même de laine ou autres produits de consommation. Il comporte des obligations générales concernant l'obligation d'inspecter régulièrement les animaux, de soigner les animaux blessés, de limiter les entraves à la liberté de mouvement des animaux, des obligations en matière de luminosité et de température minimum, maximale, des contrôles sur le fonctionnement des installations et des obligations en matière de nourriture et d'eau qui doivent être fournies en des quantités adaptées et suffisantes aux animaux.
Les règles portent aussi sur la protection des animaux durant leur transport. C'est le règlement du 22 décembre 2004 qui s'applique au transport de plus de 50 km pour ces animaux et qui comporte des dispositions, notamment concernant l'aptitude des animaux au transport, l'adaptation des équipements et de transport en fonction de l'espèce qui est transportée, des durées de transport aussi, qui varient en fonction des animaux. Les veaux, les agneaux, les porcelets ne peuvent être transportés que 19 heures maximum avant une pause. En revanche, les ovins, les bovins peuvent être transportés jusqu'à 24 heures avant une pause. Il est important de dire que ces durées ne sont pas des durées maximales de transport. Il s'agit seulement de durées au-delà desquelles les animaux doivent être déchargés et alimentés et pouvoir se reposer pendant 24 heures. Et après ce repos de 24 heures, ils ont le droit d'être à nouveau transportés pour les mêmes durées. Cela s'applique sans limite, si ce n'est ces pauses aux échéances que je viens d'indiquer de 24 heures. Effectivement, excusez-moi, je termine, c'est un schéma qui explique les règles de durée avec à chaque fois, au-delà de 24 heures, le même temps de transport qui peut recommencer avec à nouveau à chaque fois 24 heures. Les dispositions également concernent les règles de protection des animaux au moment de leur mise à mort et de leur abattage. C'est le règlement de l'Union européenne du 24 septembre 2009. Il comporte plusieurs obligations principales, notamment celle d'étourdir préalablement les animaux avant leur mise à mort, sauf pour l'abattage rituel, l'abattage pour des raisons religieuses qui imposent que les animaux ne soient pas étourdis préalablement. Il oblige à ce que les animaux soient donc mis à mort que s'ils sont inconscients, ce qui suppose qu'il y a des règles sur les méthodes d'étourdissement des animaux pour les rendre inconscients, des règles concernant l'immobilisation des animaux. Ces règles d'immobilisation ont pour objet d'éviter que les animaux bougent et lorsqu'ils bougent, l'opérateur peut rater la manipulation et donc allonger la durée d'abattage, voire rater des étourdissements ou des saignées. Et tout cela est justifié par le fait de limiter autant que possible la durée de l'abattage et donc les souffrances évitables aux animaux. Une réglementation comporte des extrêmes précisions sur ces modalités d'étourdissement, d'abattage, qui, quand on les lit, sont assez effroyables par le détail, la méthodologie qui est détaillée pour la mise à mort de ces animaux, l'étourdissement, et sont effectivement très, très difficiles à lire, tant elles induisent en réalité des souffrances, alors que leur but est de les éviter au maximum. Et on retrouve toujours ce paradoxe qui est de créer des règles de protection des animaux au moment même où on sait bien qu'il est impossible d'éviter les effroyables souffrances des animaux au moment de leur mise à mort. Quelques propos sur le droit français qui reprend le droit européen, donc je ne vais pas être longue dessus. Le Code rural français et de la pêche maritime reprend les normes de l'Union européenne. L'arrêté du 25 octobre 1982 a été enrichi au fur et à mesure des évolutions du droit européen et reprend donc ces règles. Juste une précision pour vous dire que les violations des règles de protection des animaux d'élevage est souvent sanctionnée par un mauvais traitement commis par un professionnel, d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et que abattre un animal hors d'un abattoir est irrégulier
et est aussi sanctionné de 6 mois d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Dispositions à présent sur des animaux en particulier qui ont été adoptées par la réglementation. Tout d'abord, les poules pondeuses. Des normes ont été fixées par la directive du 19 juillet 1999 et transposée en France par l'arrêté de 2002. Les principales dispositions concernent l'obligation depuis 2012 d'avoir des cages aménagées qui comportent une litière, un nid, un perchoir, qui concerne la dimension de cage qui reste très petite, à peine plus grande qu'une page A4. Et également, récemment, a été interdit le broyage des poussins. Et disposition aussi concernant les poulets de chair, c'est-à-dire les poulets qui sont produits pour produire de la viande. Il y a une directive aussi de 2007 et transposée par l'arrêté de 2010 qui prévoit des normes de protection. Les principales normes sont la densité maximale, qui est de 33 kg par mètre carré, sauf dérogation qui peut aller jusqu'à 42 kg. Vous constaterez que lorsque l'on parle d'animaux d'élevage, on ne parle pas d'animaux, mais de nombre d'animaux, mais on parle de kilos d'animaux. Ça peut paraître assez fréquent pour les défenseurs des animaux. Des dispositions aussi d'obligation de litière, de ventilation, de luminosité et de température, puisque ces animaux sont souvent exposés à des problèmes de température et d'oxygène d'air. Et dispositions aussi concernant les cochons qui vivent pour 95% d'entre eux enfermés dans des bâtiments fermés, donc qui n'ont pas accès à l'air libre, c'est l'immense majorité des cochons élevés, et donc des mesures pour améliorer leur vie, des mesures que l'on appelle d'enrichissement, c'est-à-dire des objets qui vont être mis pour qu'ils ne s'ennuient pas. Ils ont par exemple des matériaux de manipulation. La réalité est parfois assez caricaturale puisque dans les élevages, il y a des fois une simple chaîne pour ces matériaux. L'interdiction également de castration à vis des porcelets qui a récemment été adoptée en France et l'encadrement des mutilations qui sont faites aux cochons parce que pour supporter les conditions de vie enfermées dans ces bâtiments, eh bien, les animaux développent des vices, on pourrait dire, de cannibalisme, et donc on leur coupe la queue, on réduit leurs dents, mais ces comportements sont liés au mode d'élevage intensif, enfermé, et la réglementation encadre le recours à ces mutilations, mais ne les interdit pas en tant que telles. Disposition à présent concernant les veaux. Les veaux font l'objet d'une directive également européenne et d'un arrêté en France qui le transpose. Plusieurs dispositions qui obligent, une fois que les veaux sont âgés de 8 semaines, de les loger en groupe. Jusqu'à 8 semaines, ils sont logés dans des petites cages individuelles, mais qui doivent être ajourées pour permettre les interactions avec les autres veaux. Les veaux ont une superficie de 1,5 m² par veau de plus de 150 kg. Et pour les veaux de plus de 2 semaines, ont un accès permanent à l'eau. Quelques mots enfin pour vous dire que certains animaux d'élevage ne bénéficient pas de règles de protection spécifiques, comme on vient de le voir pour les veaux et les poules. Il en est ainsi, par exemple, des lapins qui n'ont pas de réglementation spécifique, mais également des poissons. Pour les lapins, le droit général s'applique, la directive de 98 que j'ai expliquée tout à l'heure, et pour les poissons, s'ils sont bien inclus dans les règles de protection générale, en réalité, ces règles de protection générale les excluent de la plupart des règles de protection, ce qui conduit de fait à ce que les poissons soient quasiment
pas protégés. Et la difficulté concernant les animaux qui n'ont pas de réglementation spécifique, c'est que les règles sont trop générales de protection et que donc, on le verra après, dans le cadre de la mise en œuvre, il est très difficile de faire sanctionner des atteintes aux règles générales lorsqu'il n'y a pas de règles spécifiques, parce qu'il y a toujours une marge de manœuvre, très importante qui conduit de fait à ce que les règles de protection animale ne soient pas sanctionnées pour ces animaux qui n'ont pas de réglementation spécifique. Exemple, on va parler de la mise en œuvre des règles de protection des animaux. Et nous allons commencer par les procédures de contrôle des règles de protection des animaux. Les contrôles dans les élevages est confié à la direction départementale de protection des populations. C'est un service de la préfecture. La France est organisée en différents départements administratifs. Chaque département a une préfecture et dans chaque préfecture, il y a une direction départementale des protections des populations chargée de contrôler les élevages et de sanctionner les violations aux règles de protection animale, en tout cas de prendre des mesures pour protéger les animaux. La théorie, c'est que les services de l'État, les directions départementales des protections des populations, doivent contrôler les élevages et vérifier qu'ils respectent bien les règles de protection des animaux. Ils doivent, lorsqu'ils constatent des manquements à ces règles, dresser des procès-verbaux d'infraction et transmettre ces procès-verbaux au procureur de la République pour que les éleveurs soient éventuellement poursuivis devant le tribunal, comme on le verra tout à l'heure. La réalité, malheureusement, c'est qu'il y a en France 1% des élevages qui sont contrôlés chaque année. C'est un plan décidé par le gouvernement qui a fixé ce taux de 1% de contrôle des élevages en France, ce qui évidemment rend impossible un contrôle effectif des règles de protection animale dans les élevages. Le rôle des associations de protection des animaux dans ce contexte si peu de contrôle de l'État est essentiel parce que tous les procès, ou l'immense majorité des procès concernant les violations des règles de protection animale dans les élevages ou dans les abattoirs, on le verra, provient d'images de la part d'associations de protection animale qui ont montré que dans tel ou tel élevage, les règles de protection animale ne sont pas respectées. Et donc, ces associations ont un véritable rôle essentiel dans le contrôle et dans le respect des règles de protection animale, même si cela leur cause des fois des difficultés, puisqu'on leur reproche de diffuser des images filmées irrégulièrement dans les élevages ou les abattoirs. Autre difficulté est le défaut de transparence des contrôles. Le droit de l'Union européenne prévoit que lorsqu'il y a des inspections, des contrôles de l'État dans les élevages, des rapports de contrôle sont établis et que ces rapports doivent pouvoir être accessibles aux citoyens et notamment aux associations. C'est encore le principe. La réalité, c'est qu'il est très difficile d'obtenir ces rapports, que lorsqu'on les demande, on ne les obtient jamais, et que pour les obtenir, il faut engager de longues et coûteuses procédures. Quelques mots concernant le contrôle dans les transports, qui est fait par ces mêmes autorités de l'État, la direction départementale de protection des populations, par les gendarmes, les policiers, ou également les douaniers, et ce à tous les stades du transport, y compris dans les postes de contrôle. Alors, les postes de contrôle, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Au-delà d'un certain délai, les animaux doivent être déchargés pour se reposer et être alimentés pendant au moins 24 heures. C'est dans des postes de contrôle qui doivent ainsi être déchargés, alimentés et se reposer pendant 24 heures, postes de contrôle qui sont agréés par les services de l'État.
de violation des règles de transport, des mesures urgentes peuvent être prises par les autorités, comme le changement de conducteur, la réparation du moyen de transport ou le transfert des animaux vers un autre lieu de départ ou l'hébergement d'urgence des animaux dans un local adapté. La difficulté, comme pour les élevages, c'est le défaut et le manque de contrôle, ce qui conduit régulièrement à ce que les temps de repos, ces fameux 24 heures, ne soient pas respectés et pas sanctionnés. Dernier mot concernant les contrôles, cette fois-ci dans les abattoirs. Les règles sont un peu différentes concernant les abattoirs, car au regard de la sensibilité du sujet et des risques accrus d'atteinte aux règles de protection animale et des souffrances qu'engendre l'abattage pour les animaux, la réglementation impose la présence permanente des services de l'État, des services vétérinaires, donc de la direction départementale de protection des populations, dans les locaux de l'abattoir. Mais attention, cette présence permanente est dans les locaux. Cela ne veut pas dire qu'ils sont à chaque poste d'abattage. En tout cas, pour les abattoirs, la responsabilité de l'État, la charge du contrôle de l'État sur les opérations d'abattage est très importante, beaucoup plus que sur les élevages. L'État a une véritable obligation de résultat de faire respecter et appliquer les règles de protection animale. Des difficultés, là encore, et malgré tout les défaillances dans les contrôles, il avait été envisagé la vidéosurveillance obligatoire dans les abattoirs, sauf que cette vidéosurveillance est aujourd'hui en l'état du droit facultative. Très peu d'abattoirs ont recours à cette mesure, mais surtout, la principale difficulté, lorsqu'il y a de la vidéosurveillance, c'est l'accès à ces images. Nous avons eu un cas d'un abattoir qui était équipé d'un dispositif de vidéosurveillance facultatif et les autorités de l'État n'avaient vu aucune infraction. Juste à côté, une autre vidéo, sans que l'abattoir en soit informé, avait été posée. Les images ont été diffusées par une association et cette vidéo qui filmait les mêmes images que la vidéo officielle de l'abattoir, elle montrait clairement des infractions qui ont pu être dénoncées par l'association. Cela montre donc que la vidéosurveillance n'est pas satisfaisante, en tout cas elle n'est pas suffisante. Il faut pour cela qu'il puisse y avoir une transparence sur l'accès aux vidéos pour que l'on puisse déterminer les infractions et les poursuites. Au regard de ces défaillances très importantes des contrôles de la part des autorités de l'État dans les élevages et les abattoirs, depuis plusieurs années, nous engageons des recours contre l'État en responsabilité pour que les juridictions reconnaissent la faute de l'État dans ses missions de contrôle des règles de protection animale. Et nous avons obtenu ces dernières années plusieurs condamnations de l'État. Les juridictions administratives ont reconnu que l'État a été fautif et n'a pas correctement fait respecter les règles de protection des animaux. Maintenant, parler concrètement de la procédure dans le cadre des violations des règles de protection des animaux pour faire sanctionner les auteurs des violations de règles de protection animale. Tout d'abord, la question du dépôt de plainte lorsqu'il y a des infractions aux règles de protection animale ou à toute autre infraction de façon générale. Il est possible de déposer plainte. Toute personne peut déposer plainte auprès de la police ou du procureur pour les faits qu'il estime être des infractions. Excusez-moi. Il suffit de se rendre dans un service de police ou de gendarmerie pour déposer plainte et l'officier va enregistrer la plainte, ou alors d'adresser un courrier au procureur de la République. Pour cela, le rôle des associations de protection animale est très important, puisque, comme je vous l'ai indiqué, il y a une faiblesse des contrôles et donc que les infractions aux règles de protection animale et les plaintes qui en découlent relèvent, dans l'immense majorité des cas, des associations de protection des animaux.
Le procureur reçoit une plainte, il ouvre une enquête et il va confier au service de police et de gendarmerie le soin de faire des investigations sur la réalité des faits qui sont dénoncés pour vérifier s'il s'agit bien d'une infraction et ensuite déterminer quelle suite il donnera. Une fois que l'enquête est terminée, le procureur décide quelle suite il donne au dossier. Il a plusieurs possibilités. Ce qui est important de savoir, c'est que les associations, les avocats n'ont pas d'accès au dossier, aux investigations qui sont faites, tant que l'enquête n'est pas terminée. Il est donc impossible de savoir pendant une très longue durée si des investigations sont faites ou pas, si elles sont faites de façon sérieuse ou pas. On le découvre souvent à la fin de la procédure. Ensuite, lorsque l'enquête est terminée, le procureur peut décider soit de classer la plainte sans suite, ça veut dire qu'il n'y aura rien qui va se passer après, soit de faire ce qu'on appelle des alternatives aux poursuites, c'est un rappel à la loi en général, ou alors des poursuites devant le tribunal. Il faut savoir que le procureur est libre de décider s'il donne ou pas des suites à une plainte, et que même si l'infraction est constituée, s'il y a des éléments de preuve pour dire qu'il y a une infraction, le procureur peut décider malgré tout, en opportunité, de ne donner aucune suite au dossier. Et cela arrive fréquemment dans les dossiers de protection des animaux, lorsque, malgré des infractions aux règles de protection des animaux, l'éleveur ou l'abattoir a finalement pris quelques mesures après pour améliorer la situation. Le procureur décide que finalement, ce n'est pas opportun d'engager des poursuites et donc tout s'arrête à ce moment-là. Ensuite, s'il décide de poursuivre les infractions, les auteurs d'infractions sont poursuivis devant le tribunal pénal, correctionnel et de police. Et les associations de protection animale peuvent se constituer partie civile, c'est l'équivalent de victime, pour obtenir des dommages et intérêts, et aussi parce que d'un point de vue médiatique, cela peut de la porter au dossier et aussi permettre lors de l'audience d'insister sur la protection des animaux. Quelques précisions également pour dire que dans l'attente qu'une décision, une sanction soit prise contre l'auteur, en cas de maltraitance sur les animaux, il est possible de saisir les animaux et de les placer auprès d'associations de protection des animaux ou auprès d'autres élevages pour les protéger le temps de la procédure. À la fin de la procédure, lorsque le tribunal va se prononcer, il décidera s'il restitue les animaux à l'éleveur qui avait maltraité les animaux ou si au contraire, il confisque définitivement les animaux et donc les animaux ne sont pas rendus. Et un dernier point sur ce sujet, il y a une difficulté en France parce que lorsque les animaux sont confiés à des associations de protection animale, cela peut durer des mois, voire des années le temps de la procédure. Et aucun dispositif financier n'est prévu par l'État pour payer les frais d'alimentation vétérinaire de ces animaux, qui sont donc supportés par les associations, qui représentent un coût souvent très important et dont les associations ont les plus grandes difficultés ensuite à obtenir indemnisation de la part de l'éleveur. Juste pour vous citer un service spécialisé au sein de la gendarmerie qui a été créé pour lutter contre la maltraitance animale, mais qui ne comporte que 15 personnes, donc en réalité qui a des moyens très limités. Et quelques mots sur la jurisprudence en matière d'animaux de compagnie, qui est plus favorable aux animaux de compagnie qu'aux animaux d'élevage, puisque lorsque des sévices graves ou des maltraitances sont commis contre les animaux de compagnie, les peines sont beaucoup plus graves en général, parfois des peines de prison ferme, alors que pour les animaux d'élevage, les condamnations que j'ai citées dans le diapo donnent lieu à des condamnations anecdotiques, 20 € par infraction
quand nous avons par exemple 190 infractions, ou en tout cas des peines très, très légères, très loin de la gravité des infractions et du nombre d'infractions commises. Nous allons maintenant passer à la partie politique pour les animaux, avec la création du Parti animaliste en France, que j'ai donc cofondé avec 6 autres personnes en 2016. La création du Parti animaliste, elle est partie d'un constat, celui d'un décalage entre les attentes des Français sur la question animale, qui voulaient des améliorations de protection des animaux, et l'indifférence des partis politiques traditionnels qui ne s'intéressaient pas à cette question et qui ne voulaient pas s'y intéresser. L'animaliste que nous avons créé, il a 3 caractéristiques principales. Il est centré sur la question animale avec, comme Simon l'a rappelé au tout début de l'introduction, l'idée de montrer qu'il y a des connexions claires et évidentes entre les thématiques relatives aux humains et celles relatives aux animaux et à l'environnement, faire des ponts pour envisager une politique à la fois favorable aux humains, aux animaux et à l'environnement, en conciliant ces différents intérêts au lieu de toujours écarter les animaux. Donc, notre objectif, c'est de mettre les animaux au cœur des politiques publiques, d'arrêter d'oublier les animaux dans les politiques. Également, une autre caractéristique qui est très importante, c'est le côté transpartisan du Parti animaliste. Il dépasse les clivages politiques, il n'est pas de gauche, pas de droite, mais il comporte des personnes qui ont une sensibilité à gauche, d'autres à droite, parce que l'on souhaite que la question animale soit déconnectée de ces clivages politiques pour permettre à toutes les personnes qui soient sensibles à la question animale d'avancer ensemble pour protéger les animaux. Et ensuite, un troisième élément important est le caractère collégial de sa gouvernance. Les décisions sont prises collectivement au niveau de l'exécutif pour mûrir et réfléchir les décisions. Le Parti animaliste s'inscrit dans un mouvement international. Il y a environ 20 partis animalistes dans le monde. Le principal est celui des Pays-Bas, qui est le parti historique, qui dispose de plusieurs élus au niveau national, européen et local. Et nous travaillons depuis le début avec ces différents partis animalistes, et notamment dans le cadre des élections européennes de l'Union européenne, où nous présentons, tous les partis animalistes de l'Union européenne, des listes à chaque élection européenne avec un programme qui comporte des points communs et des propositions de politique pour l'Union européenne qui sont effectivement similaires. Puis, la création du Parti animaliste, le parti a, à mon sens, réussi à intégrer la question animale dans le paysage politique français. Une petite anecdote, la première élection du Parti animaliste était en 2017, les élections législatives, et le Parti animaliste a été le premier parti politique français sanctionné pour avoir présenté trop de candidates femmes. C'était anecdotique, mais ce qui a montré aussi un autre éclairage sur la vie politique française. En 2019, les élections européennes ont marqué un tournant parce que nous avons fait un score de 2,2%, qui équivaut à 500 000 voix données pour les animaux, pour le Parti animaliste. Ce score a eu des incidences très directes et très claires les années suivantes, parce que cela a convaincu les partis politiques traditionnels de désigner dans chaque conseil municipal au niveau des mairies, des communes, des élus spécialisés à la question animale. Et cela a aussi eu comme incidence très importante l'adoption de la loi du 30 novembre 2021 que j'ai évoquée tout à l'heure et qui a mené plusieurs évolutions pour la protection des animaux. Plusieurs élus, notamment de la majorité, ont dit que cette loi n'avait pu être adoptée que grâce au score du Parti animaliste en 2019, parce que cela avait convaincu que la question animale était une question sérieuse et importante. La percée du Parti animaliste a engendré des obstacles qui ont été créés.
Nous avons mis sur nos affiches un animal. Ce choix de l'animal avait une visée de montrer que les animaux étaient des individus et envoyer un message clair. Nous voulons, nous, partis animalistes, protéger les animaux en tant qu'individus. À la suite du score que l'on a fait en 2019 et des scores par la suite, plusieurs partis politiques ont essayé de faire interdire les animaux sur les affiches électorales et sur les bulletins. Sur les affiches, ils n'ont pas réussi. En revanche, une interdiction a été adoptée de faire figurer sur les bulletins de vote des animaux, ce qui montre bien les craintes qu'avaient les autres partis politiques de l'émergence du parti animaliste. Ils ont prétexté que la présence des animaux avait pour objet ou risquait de tromper les électeurs, ce qui n'est évidemment fallacieux, et c'est une façon de faire obstacle à ce que le parti animaliste augmente. Et on vous démontrer quelques exemples des affiches. Il est toujours important pour nous de mettre les animaux au premier plan parce que c'est pour eux que l'on se bat. Nous avons fait la campagne de l'élection présidentielle, comme Simon l'a indiqué, en 2022. L'élection présidentielle, c'est une élection qui est fondamentale en France, qui cristallise toutes les attentions des médias notamment. Et donc, cela a permis d'avoir une très importante visibilité pendant toute la période de l'élection où on a pu parler des animaux et des mesures pour les animaux. Dernier mot pour vous dire, avant de clore cette présentation, qu'il est pour nous très important d'être présent, que le parti animaliste occupe le terrain politique. Parce qu'à chaque fois que le parti animaliste est présent, à chaque fois qu'il se présente à une élection, il défend les animaux, ce que ne font pas les autres formations politiques. À chaque fois qu'un élu du parti animaliste rejoint une mairie, une collectivité, une assemblée, même s'il est tout seul, il défend à chaque fois les animaux. Et on l'a vu, nous avons maintenant plusieurs élus dans plusieurs grandes villes en France et aussi dans un conseil régional en France qui ont permis, alors qu'ils sont tout seuls dans ces municipalités, dans ces assemblées, de faire adopter des mesures très importantes pour les animaux. Donc, ce qu'il est vraiment important de garder à l'esprit, c'est que même si en nombre, à un moment donné, on est considéré comme étant minoritaire, d'abord, de façon majoritaire, la population considère qu'il n'est pas normal de faire souffrir les animaux, veut faire des améliorations pour les animaux, et donc il est important qu'il y ait toujours au moins une personne qui soit là pour porter et défendre la voix des animaux et pour faire adopter des mesures. Et on voit que même dans les assemblées où on est en minorité, on arrive à convaincre les autres élus et à obtenir des avancées importantes pour les animaux que je n'ai pas le temps de développer ici, mais sur lesquelles je pourrais revenir s'il y a des questions. Beaucoup pour votre attention et absolument désolée pour le retard dans le timing. ありがとうございます。ついさん、画面の共有を外していただいて大丈夫ですか？はい。では、残り少なくなりましたけれども、Q&A セッションに移りたいと思います。で、まず最初にですね、事前にいただいた質問の中で、何名かの方から、同様な質問をいただいておりまして、その中では、要素としては、今、セミナーをお伺いしたところで、法改正に、寄与した、要素、2021年にフランス語が変わったときに、一番どのようなファクターが一番法改正にコントリビュートしたのかというところですね。で、おそらく、フランスにおいては動物の保護に関心のある世論が高まったためというのが裏にあるのだと思いますが、そのような世論を高めるためには、高まったのはなぜか、高めるためには何が必要なのかということを教えていただけますでしょうか。Il y a eu une conjonction de plusieurs facteurs. Depuis à peu près 2015, il y a une forte médiatisation de la question animale parce qu'il y a eu beaucoup de diffusion de vidéos, notamment avec l'association L214, qui a montré la façon dont les animaux sont traités dans les abattoirs, dans les élevages. Les médias ont beaucoup communiqué sur ce sujet-là. L'opinion publique a donc été extrêmement choquée.
Donc, il y a eu un contexte déjà d'opinion publique très favorable, d'importante médiatisation. Et l'élément déclencheur, en tout cas tel que cela a été dit par le parlementaire qui a porté cette réforme, cette loi pour la protection des animaux, il a estimé que le score que le Parti animaliste avait obtenu en 2019, d'obtenir 500 000 personnes qui soutiennent les propositions pour les animaux, lui ont permis de convaincre les autres parlementaires, et notamment la majorité, qu'il fallait adopter une mesure forte pour les animaux. Alors, clairement, on ne va pas se mentir, évidemment pour améliorer la condition des animaux, mais aussi pour éviter de perdre un électorat qu'ils avaient perdu en se désintéressant de la question animale. ありがとうございます。もう一つ、事前にいただいた質問から、ご質問です。フランスは自由を重視する国というふうに、言われておりますけれども、飼い主の動物を飼育する自由、権利と動物の権利のこの利益考慮はどのように、その法律の中で、対応されているのでしょうか。On n'a pas réussi à combler cette contradiction. C'est tout le problème du droit de la protection des animaux. On est à la fois sensible aux animaux, on sait qu'il faut les protéger, les respecter, et en même temps, on ne veut pas sacrifier son confort, son mode de consommation, des intérêts économiques puissants. Et donc, on a adopté des règles qui essayent de ménager un petit peu tout, mais qui au final amènent à des situations un petit peu, à mon sens, ubuesques. Comme je l'ai indiqué, l'exemple le plus caricatural est pour moi les règles de protection des animaux au moment de leur mise à mort, où on va jusqu'à décrire des méthodes effroyables d'abattage des animaux en nous expliquant que ces règles sont des règles de protection et de bien-être des animaux. Évidemment, ce n'est pas le cas. On essaie de limiter autant que l'on peut, mais tant que la société ne se posera pas la question de la légitimité d'utiliser et d'exploiter les animaux, on ne parviendra pas à résoudre ce paradoxe et cette contradiction. ありがとうございます。では、1、2問質問させていただきます。まず、今日、チャットのところにいただいている質問から、まず、いくつかピックアップさせていただきます。今の先ほどの、利益考慮の経済効果のところ、もあるんですけれど、関連すると思うんですけれども、最初ですね。日本では、あれ、ごめんなさい。はい。今日の上のところですね、日本ではペットショップやペットショップ販売から利益を得ている業界からの抵抗がかなり大きくなることが抵抗されているんです、予想されているんですけれども、フランスでも抵抗はあったと思いますが、それをどのように抑えてペットのショップでの販売禁止を実現されたのでしょうか。また、それによる弊害は何か起こっていますでしょうか。Oui, alors surmonter le problème des animaleries, c'était quand même une vente qui n'était pas non plus très généralisée, c'était pas une industrie d'ampleur dans les animaleries. Donc le poids de ce lobby était pas très important, en tout cas à mon sens en France, en tout cas pas un obstacle suffisamment lourd pour faire obstacle à la réforme. En revanche, effectivement, il y a beaucoup de dysfonctionnements à la suite de cette réforme, et notamment parce que nous avons beaucoup de salons de chiots et de chats. Donc, c'est des manifestations où sont réunis tous les éleveurs de chiens et de chats qui vendent les animaux. La loi a obligé le certificat de compétence et de capacité avec un délai de réflexion de 7 jours. Ce qui veut dire qu'en réalité, lorsque les gens viennent sur ces salons, ils ne peuvent pas en général, enfin, dans la loi, repartir avec l'animal puisqu'ils doivent signer ce certificat et avoir l'animal 7 jours après. Sauf que la réalité, ce que des associations ont pu constater, c'est que ce délai n'est pas respecté et donc que le certificat est antidaté. Et donc, les gens repartent comme avant avec leurs animaux s'il n'y a pas de contrôle. Ça, c'est une vraie difficulté. La seconde autre grosse difficulté, c'est l'absence de sanctions. Formellement, s'il n'y a pas ce certificat d'accompagnement, malheureusement, sans sanction, déjà, il n'y a pas de contrôle et en plus, il n'y a pas de sanction. Donc, ça conduit à finalement
pour l'instant, une loi assez inefficace. 関連して、今のお答えに関連した質問が下の方にあるので、そのペットの飼うための十分な責任知識と、責任意識と知識があることというのは、どのような方法で確認しているのでしょうか。Heureusement, il n'y a pas de critères. Ce sont les éleveurs qui donnent en fait ce certificat, qui sont censés informer les acquéreurs de ce qu'implique l'acquisition d'un animal en termes de besoins, en termes de soins, en termes de coûts financiers. Il doit y avoir cette discussion. Le certificat de compétence comporte également ces mentions écrites qui doivent être lues, l'obligation d'identifier l'animal, mais il n'y a ni test, ni validation par un contrôle ou autre. C'est vraiment laissé à la discrétion de l'éleveur. Et on voit bien la difficulté du dispositif parce que l'éleveur, il est en plein conflit d'intérêts. Évidemment qu'il veut vendre son animal et donc il va considérer que la personne a acquis toutes les compétences ou dispose des compétences. Donc, on a un vrai problème sur l'application, sur le certificat de compétences, comme de façon générale sur les règles de protection des animaux en général. ありがとうございます。すいません。もう一つですね、事前にいただいていた質問から一つ、抽出してご質問です。報道、先ほどですね、世論の形成にメディアの応援が結構役に立ったというふうにご説明がありましたけれども、そのメディアの立ち位置について、例えば、動物をめぐる報道について、問題をお感じになるような場面はありますか？問題があるとしたら、それに対して、メディアに対してどのような働きかけをなさっていらっしゃるんでしょうかという。Le rôle des médias, il est fondamental parce qu'ils diffusent l'information et ils touchent un maximum de public avec le bémol des réseaux sociaux qui aussi est un élément de plus en plus important sur lequel effectivement il faut agir. Dans le cadre de la protection des animaux, les médias ont joué un double rôle. D'abord pour informer les citoyens sur les différents scandales qui étaient dénoncés par les associations sur les violations des règles de protection animale. Donc ça a permis effectivement de mobiliser l'opinion publique. On a eu des sondages d'opinion qui étaient très hauts en faveur des animaux et croissants. Et un autre rôle vraiment important des médias, c'est le rôle des médias sur l'aboutissement des procédures judiciaires. En fait, on constate très clairement une différence entre les dossiers qui sont médiatisés et ceux qui ne le sont pas. Si une association sort une enquête pour laquelle les médias vont s'en faire l'écho, vont suivre, pour lesquels il va y avoir beaucoup de médiatisation, et donc le procureur va être contacté par les journalistes, il est quasiment certain que l'on arrive à avoir une enquête sérieuse et à la fin des poursuites. En revanche, lorsqu'il n'y a pas d'attention médiatique, on le constate, malheureusement, il n'y a pas la pression des médias et donc la justice s'en lave un petit peu les mains et donc on a peu de poursuites et beaucoup de classements sans suite. Donc le rôle des médias dans les sanctions et dans les poursuites, il a été essentiel. ありがとうございます。では、時間ももう15分過ぎましたので、次で最後の質問、一問とさせていただいて、On va passer peut-être à la toute dernière question. 終わりにさせていただきたいと思います。で最後、チャットの方でいただいていた、法律系の質問を、ピックアップさせていただきます。損害賠償請求における損害とは何を指していますでしょうか？公益、いわゆるパブリックインタレストと捉えていいのでしょうか？その場合はどのような。C'est une question effectivement qui est intéressante parce que en fait, il n'y a pas de. Alors, en France, il y a deux types de dommages. Il y a le dommage direct, le dommage matériel et le dommage qu'on va dire immatériel. Dans les affaires de protection des animaux, il est difficile d'avoir des dommages matériels qui pourraient être, par exemple, pour les associations qui recueillent des animaux maltraités, les frais vétérinaires, les frais d'alimentation. Ça, ce sont des dommages matériels qu'il est facile à évaluer avec les factures vétérinaires, les frais d'alimentation, etc. Mais la plupart du temps, notamment sur les enquêtes d'abattoirs, d'abattage, ou par exemple d'animaux de compagnie qui sont maltraités
et pour lesquels les associations se portent partie civile devant les tribunaux, c'est un dommage moral, un préjudice moral. Et le préjudice moral, c'est l'atteinte au statut de l'association. C'est-à-dire que l'association se donne pour mission de protéger les animaux. Et donc, l'auteur de l'infraction, en portant atteinte à l'animal, a porté atteinte à l'objet statutaire de l'association. Et donc, c'est un préjudice moral qui est indemnisé pour les associations sur le montant. C'est très difficile parce qu'il n'y a pas de règle, en fait. C'est un préjudice. Le préjudice moral est très difficilement évaluable. Il n'est jamais très élevé. Mais souvent, c'est une question de principe plus qu'une question de montant. Et il n'y a pas de barème ou quoi que ce soit. Donc, ça peut varier très sensiblement d'une affaire à l'autre. 本日のセミナーですけれども、長澤さんがいらっしゃるフランスの法律事務所クラレで NPO 法人動物弁護団、一般社団法人ジェルフ日本環境法律家連盟および、我々公益社団法人アニマルドネーションの共催にて開催させていただきました。皆様の多大なご協力をいただきまして本当にありがとうございました。本当にどうもありがとうございました。非常に光栄です。どうもありがとうございました。では、皆様お忙しい中、最後までご参加いただきまして、本当にありがとうございました。こちらで終了とさせていただきます。